un 6 février 1885, les Européens se donnent rendez-vous à un banquet des plus savoureux. Le menu, c'est l'Afrique. Oui, l'Afrique va être dépecée au gré des appétits voraces des uns et des autres. Elle va être balkanisée, séparée, disséquée et partagée, remis comme des présents à tous ceux qui se sont présentés à cette réunion qui s'appellera avec le temps et l'histoire la conférence de Berlin. Un pays en particulier nous intéresse. C'est alors qu'un territoire, du moins aux yeux des Occidentaux, le Congo, un pays grand par la forme et par la taille et riche par les ressources qui y pullulent. Un grand pays avec des personnes et des âmes qui y vivent va être donné, complètement abandonné à un homme qui en fera sa propriété personnelle, le roi Léopold II. Et il faut justement mesurer l'intensité des expressions qui sont utilisées. Le Congo a été remis au roi Léopold II à la conférence de Berlin, faisant ainsi de ce territoire sa propriété personnelle. Le 30 juin prochain, le Congo, aujourd'hui Congo-Kinshasa en tout cas, fêtera son 62e anniversaire. Le mois n'a pas été choisi de façon anodine, car oui, le petit-fils, l'arrière-petit-fils ou l'arrière-arrière-petit-fils de l'autre se rend ou s'est rendu au Congo justement, dans un désir de réconciliation. 62 ans après les indépendances, comment peut-on lire cette visite du roi belge Philippe Léopold Louis-Marie en terre congolaise, mais plus encore? Le roi qui a été accueilli avec faste et solennité, avec yo-yo et embrassade, à qui on a déroulé littéralement le tapis rouge. Pourquoi est-ce que cela n'exacerbe pas la pensée profonde des Africains? Peut-on aussi bien accueillir quelqu'un qui nous a longtemps asservis, ou alors dont les traces du passé et de l'histoire rendent plus servile encore ce que ses ancêtres ont fait? Pourquoi l'Afrique ne s'indigne-t-elle pas de tels comportements? Devrait-il être accueilli avec autant d'engouement et autant d'amour, connaissant justement le passé et le passif de ces deux peuples? TBS Matin ouvre le débat et pose la problématique justement. Son péternel avec, pour cas présent celui du Congo, mais une problématique qui renseigne ou alors qui rassemble l'Afrique tout entière. Visite du roi belge au Congo-Kinshasa. Pourquoi l'Afrique ne s'indigne-t-elle pas? Il est de bon ton justement qu'on donne la parole à un Congolais qui nous expliquera peut-être, vous avez certainement regardé, l'arrivée du roi belge hier en terre congolaise à Kinshasa, accueilli avec des fleurs, des acclamations et beaucoup de joie. Quelle est la lecture que vous faites justement de cet accueil du roi belge? Merci beaucoup Rim de m'avoir donné la primeur d'ouvrir les débats. Déjà, je pense que tous les Africains peut-être n'ont pas regardé ces images de l'arrivée du roi de Belge au Congo. Vous avez évoqué à l'entame de vos propos que le Congo fut belge. D'ailleurs, Mobutu l'a bien souligné. L'une des raisons pour laquelle il a débaptisé ce pays, le Zaïre, même si ces mots Zaïre dénotent d'une inadéquation linguistique, puisque le mot à l'origine c'est Nzadi, qui sera mal écrit par les Portugais et qui deviendra le Zaïre en 1971. Donc le Congo fut belge, avec tout ce que cela comporte. Le Congo fut belge. Vous avez dit d'abord une propriété privée, personnelle de Léopold II, et dont voici l'arrière-petit-fils. Et de deux, le Congo devint belge en 1908 par une décision du Parlement belge. Et donc, ce pays a été, comme on dit, mis à sac. C'était un territoire d'exclusivité. Ce pays a été pillé pendant plus de 80 ans par le Belge. Et je pense que la Belgique s'est construite sur le dos du Congo. Pas seulement la Belgique, mais l'Europe aussi, d'une certaine manière. Donc, ils ont pillé ces pays. Et vous voyez l'accueil. On voit justement en image, et merci à la réalisation pour ces images, l'accueil plus que chaleureux accordé au roi belge en visite en terre congolaise. Vous suivez? Oui, moi je pense que... Comment est-ce que vous jugez, quelle est votre appréciation par rapport à cet accueil exagéré? Est-ce que c'est normal? Bon, on connaît l'hospitalité africaine, mais est-ce que ça ne dérange pas
ou ça ne devrait pas déranger? Non, en réalité, en tant que chef d'État de son pays, il a le droit de visiter d'autres pays. Et sinon, que ce pays entretient un lien historique énorme et douloureux avec ce pays, la Belgique. Le Congo a un lien très douloureux. Comme on dit, certaines traces du passé ne passent pas. Et je pense que quand vous regardez ces pays, les meurtrissures sont encore visibles, palpables. Parce que la Belgique a laissé le Congo dans un chaos total. Aujourd'hui, l'État congolais peine à se relever. Oui, l'image est choquante lorsqu'on se réfère à ce passé-là. Est-ce que les Belges ont fait au Congo reste un trou à ciel ouvert? Vous voyez, j'ai l'habitude de dire que le Congo est un drame à ciel ouvert. Un géant au cœur de l'Afrique, un géant qui est endormi, programmé pour ne pas se relever. Parce que le relèvement de ces géants pourrait entraîner le relèvement du continent. Donc, c'est douloureux de voir ces genres d'accueil pour une élite consciente et qui se veut nationaliste. Je pense qu'on n'aurait pas un accueil de ces gens. Souvenez-vous que en 1960, le 30 juin 1960, lorsque le Congo a accédé à son indépendance, entre guillemets, Lumumba a fait un discours où il déclarait « L'indépendance du Congo n'est pas un don de la Belgique, mais un droit fondamental du peuple congolais. » Donc il s'inscrivait dans la bataille qu'ils ont menée et qu'il a incarnée, lui, en son temps, pour l'émancipation totale de ces pays, pour la libération totale et systémique de ces pays de main de Belges. Donc je pense que vous êtes en train de voir ce que le Paul D a fait au Congo, où les gens étaient amputés de main lorsqu'ils n'arrivaient pas à mener assez le nombre exigé de caoutchouc. Vous voyez, c'était pratiquement une criminalité systémique. L'entreprise de Léopold II au Congo fut une entreprise criminelle. Ni moins, ni plus. D'accord. On va revenir hein, justement dans ce qui aurait pu marquer hein, ces retrouvailles, ce qui peut-être aurait pu faire la différence dans cet accueil chaleureux et qui gêne un peu. Et justement, Pépin Bikaï, vous avez également regardé, peut-être avec des images, mais un peu avant l'arrivée du roi belge au Congo. Est-ce un accueil mérité? Non, pour moi, je pense que mérité, oui, parce que nous sommes dans le cadre de relations bilatérales. Entre d'un côté le Congo et de l'autre la Belgique qui est incarnée par son souverain, le roi Philippe. Il ne faut pas oublier que le roi Philippe, depuis son accession au trône en 2013, s'est inscrit dans un devoir de mémoire. A-t-il les moyens? Devrait-il mobiliser autant de moyens? Je ne peux pas être capable de répondre. Mais il ne faut pas oublier qu'en mai 2020, le monde est frappé par une nouvelle fois par un drame qui restera gravé dans l'histoire de la dégradation des droits humains dans ce monde-ci, à savoir la mort de George Floyd. Et s'ensuit des mouvements de revendication qui ont interrogé le passé colonial de la plupart des puissances colonisatrices, notamment la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis même, et l'Angleterre. Il ne faut pas oublier que, je cite là, à peu près les puissances qui étaient des acteurs directs dans l'esclavage pratiqué en Afrique et qui se sont enrichis de cette pratique honteuse, malheureusement. Donc, ce mouvement arrive sur le territoire belge et les édifices érigés pour ceux qui ont été dans cette entreprise-là ont été beaucoup abondamment saccagés par la diaspora africaine, mais davantage par les afro-descendants congolais. Et ça a conduit le roi Philippe à fondre une tribune qu'il a adressée au président Félix Tshisekedi et qui regrettait ce qui s'était longuement passé dans son pays, le Congo, qu'il dirige en tant que président de la République. Je pense que à partir de là, il s'inscrit durablement sur la décrispation. Je pense même qu'il y avait une visite qui était prévue à cette période-là. Malheureusement, le Covid était en train de faire son nid dans la plupart des systèmes de santé des pays africains. Et il n'a pas été capable de pouvoir programmer un voyage. 2 ans après, il enterre congolaise dans le cadre d'une visite. Faut le dire, c'est que les Quinois, de manière générale,
ne se sont pas mobilisés pour l'accueil du roi. Il s'agit du protocole d'État qui a organisé cette réception pour que ça ne soit pas perçu, parce qu'il est du bon ton du protocole d'État congolais de pouvoir recevoir un hôte du calibre du roi Philippe. Quand j'ai eu à le dire, ça me permet de faire une introspection dans le passé colonial du Congo. Parce que, quel qu'en soit les cas, Félix n'était pas là, parce que je pense qu'il est né en 61. Philippe aussi n'était pas là, si je ne me trompe pas. Il est son cadet de nom. Voilà, il est en 60. En 60, voilà. Donc, je pense à une génération de personnes qui n'ont pas vécu la colonisation et qui ont lu la colonisation dans les archives. Mais dont le legs historique est fort. Quand même. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un travail de mémoire. Je pense que dans l'agenda du président, du roi Philippe, il y a cette articulation-là. C'est une visite mémorielle. Quand on parle de mémoire, ça veut dire qu'on interroge l'histoire. Et donc, ça justifie qu'on lui déroule le tapis rouge. Non, il a rang de chef d'État. On est dans le cadre de relations bilatérales entre deux États qui sont des États souverains et qui sont membres du Conseil des Nations Unies. En fait, c'est le minimum qu'on puisse accorder à un chef d'État comme de la nature du roi Philippe. Il ne faut pas oublier que dans son escarcelle, il est venu avec son premier ministre, avec son ministre des Affaires étrangères. Donc, il s'agit d'une visite d'État, pour le dire, parce que tous les éléments sont réunis pour que ça soit considéré comme tel. Même si on est sur un territoire qu'on n'a par le passé eu à coloniser. Il faut qu'on soit un peu capable de pouvoir nuancer, de ne pas exagérer la présence du roi Philippe en territoire congolais. Et le problème, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'en réalité, tout s'est joué entre le roi Baudouin, le premier ministre Patrice Emery Lumumba et le président Mobutu Sese Seko. Donc, ce sont eux qui ont animé la décolonisation du Congo. Au-delà de l'actif que le grand-père de Philippe a pu engranger, en fait, dans ses arrière-grands-pères, dans ce pays-là. Parce que tout à l'heure, Béni a eu à le dire. Et puis, ce n'est pas un hasard si les uns et les autres pensent que l'avenir de l'Afrique passera par le Congo. D'ailleurs, c'est Kwame Nkrumah qui le disait. Et tous les éléments géomorphologiques, idéologiques l'attestent aujourd'hui. Mais pendant près de 23 ans, c'est-à-dire à la fin de la conférence de Berlin, le 26 février 1885, le Congo était devenu une propriété non pas de la Belgique, mais du roi des Belges de Paul II. Et pendant près de 23 ans, ce monsieur s'est attelé à faire une course de vitesse pour l'enrichissement en installant un régime narcisse d'extermination de la population congolaise. En fait, celle-là qui ne voulait pas se mettre à son service. Parce que pour ceux qui étaient dans l'exploitation de la gomme arabique, vous aviez un score, un pourcentage, un rendement, voilà l'expression, à donner chaque jour. Dans le cas contraire, tu te voyais un membre amputé, doigt, bras. C'était à la convenance du contremaître. Donc, cette période a été une période douloureuse. Et lorsque le Congo devient une propriété de l'État belge, en réalité, on n'a pas changé. Les acteurs n'ont pas changé. Peut-être la philosophie, l'idéologie, simplement, qui a été mutée. Pendant cette période-là, les Belges ont toujours continué à créer des atrocités à l'intérieur de ce pays-là, jusqu'au moment de la décolonisation en 1960, qui s'est faite comme dans les conditions que nous savons. Et vous voyez la cruauté avec laquelle les services secrets belges et américains ont réservé à Patrice Emery Lumumba. C'est-à-dire, il a été bastonné, torturé, mais pour courir le tout, il a été brûlé à l'acide. C'était, je ne sais pas s'il y a, même dans le régime nazi. Non, pas le nazi en fait. Le nazi c'est récent. En fait, je ne veux pas comparer au nazi, je veux dire. Même dans l'apartheid sud-africaine, je pense qu'il n'y a pas un chef, un leader qui a subi autant d'atrocités. Un taux de cruauté aussi élevé. On peut peut-être citer Steve Bantu Biko, qui fait partie de ceux-là qui ont subi ce type d'atrocités dans la lutte pour la ségrégation en Afrique du Sud. D'accord. Pour résumer, vous dites que la célébration, prenons le mot, et je me permets de l'utiliser, de l'arrivée du roi belge au Congo, n'est en fait que le produit de relations bilatérales, tout simplement. Je répète, c'est le fruit de la relation bilatérale entre la Belgique et le Congo. Ensuite, je dis ceci, c'est que ce soit Félix, il a d'ailleurs intérêt, que ce soit le roi Philippe,
ils sont dans une logique de décrispation. Il faut qu'on essaie d'apaiser les cœurs, qu'on essaie de faire un devoir de mémoire et de savoir ce qu'il y a lieu de faire. Parce qu'en réalité, le Congo n'a pas véritablement bénéficié de la tutelle belge, au-delà du fait que la Belgique a exploité le Congo pendant des années. Parce que quand vous voyez un peu la configuration du monde actuel, vous verrez que les Congolais sont plus intégrés en France qu'en Belgique. Pourtant, c'est la Belgique qui les a colonisés. Les Alain Macambou, ils sont très nombreux, de nombreux intellectuels qui sont à l'Académie française. Pourtant, de manière circonstancielle, ils devraient être des acteurs dans l'espace socio-politique et intellectuel de la Belgique. On le voit très peu. Ils sont tous tournés vers la France. Plusieurs Congolais ont plusieurs fois joué à l'équipe de France. Il y en a énormément qui y jouent, mais très peu, parce que je pense que le seul rat, c'est Lukaku qui joue. Vous voyez un peu la relation de rejet que la Belgique entretient avec le Congo dans le cadre de la décrispation. Maintenant, ça peut être dit dans le cadre des salons feutrés, ça peut être dit solennellement dans le cadre de la communication au niveau du Parlement, c'est prévu d'ailleurs aujourd'hui, mais ça devrait davantage être implémenté pour qu'on essaie de penser les cœurs. Merci. Alors, Pépin Bikaï, à votre suite, et on va remettre l'élément qui vient de passer avec le concours de la réalisation pour vous sur le plateau, mais également pour ceux qui n'ont peut-être pas vu l'arrivée triomphale du roi belge au Congo. On va regarder ensemble ces images et on revient pour en discuter.
Merci à la réalisation pour cet élément. Vous avez pu vivre en quelques minutes l'arrivée du représentant du roi belge au Congo-Kinshasa. À vous, je pose la question, vos précédents confrères sur le plateau disent que c'est protocolaire. Il faut juste mettre ça sous le coup du protocole. Alors à vous, je demande, est-ce que cette réception telle qu'elle a été faite et telle qu'on vient de le voir n'est pas un aveu d'allégeance à l'ancien colonisateur, à l'ancien maître? Est-ce que l'esclave ne se remet pas à genoux devant l'ancien maître? L'Afrique, Maître Franck, c'est à vous la parole. l'Afrique, oui, je sais que c'est à moi et mon silence n'est pas le fait d'un égarement psychomental. Cela traduit simplement l'état de désespérance intellectuelle qui m'étreint ce matin de voir les images que nous venons de repartager. C'est une honte. C'est un sacrilège. C'est une malédiction. C'est une profanation que les enfants de l'Afrique et surtout les frères du Congo reçoivent avec autant de solennité, de faste, de satisfaction. Quelqu'un qui porte avec lui l'héritage de l'Afrique qui se meurt. Il est responsable, mais alors entièrement responsable de l'héritage dont il se défend. Ça veut dire celui de ses ancêtres qui ont tué, qui ont massacré, qui ont vidé le Congo. Et avec le Congo, une bonne partie de l'Afrique en dessous du Sahara. C'est un moment triste pour les Africains. Surtout si on sait que le colonialisme, c'est comme maintenir quelqu'un en vie pour boire son sang goutte à goutte. Ils n'ont pas changé. Leur regard sur nous n'a pas changé. Leur approche des rapports avec nous n'a pas changé. Je ne sais pas quelle est la consistance qu'il faut donner à ce type d'événement. Je ne sais pas quelle structuration nous devrions observer au titre de tout ce qu'on a fait à nos leaders, un siècle de silence. Cette génération et cette époque ne méritent pas les sacrifices de ces hommes-là. Nous n'avons aucune histoire, aucune mémoire. Et ceux qui ignorent leur histoire sont condamnés à la répéter. Quel héritage transmettons-nous à la postérité? Quel préalable l'État du Congo a-t-il, les institutionnels du Congo ont-ils établi en prélude à cette visite? Quels travaux de préparation historique, diplomatique, juridique ont été faits pour préparer cette visite? Afin que, vous savez, hier encore ici ou bien le jour d'avant, nous réfléchissions sur la rencontre entre le président Macky Sall et le président Poutine. Et nous n'étions pas avares de considérations diplomatiques et d'interprétation des messages subliminaux qui ont entouré cette visite d'État. Et nous réfléchissions aux messages que ces hommes d'État, mais surtout le président de la Russie, passaient au monde, eu égard aux différences visuelles, aux différences dans le body language qu'il a exposé pendant sa rencontre avec le président Macky Sall, qui, en l'occurrence, agissait comme président en exercice de l'Union africaine. Nous avons pu analyser tout cela. Et il est de bon ton, pour que nous soyons cohérents vis-à-vis de ceux qui nous écoutent, que nous n'ayons pas l'analyse flexible, que nous n'ayons pas la tolérance assassine, que nous n'ayons pas la génuflexion aisée, lorsqu'il faut dire que accueillir ce monsieur, cet homme d'État, avec
autant de ferveur est une insulte mémorielle à l'histoire et au sacrifice de nos illustres dévanciers. Il faut dire, marteler, le rappeler. D'ailleurs, il faut le dire assez, parce que c'est ce qui vous manque le plus qui fabrique votre besoin d'ascension. Il faut dire suffisamment ce qu'ils ont contribué à faire au Congo. Et ils le savent très bien. Personne mieux que le docteur Béni Christ ne le rappelle ici. Tous les jours, l'Afrique a la forme d'un fusil, d'un revolver, dont la gâchette est au Congo. Ils ont très bien fait, historiquement, d'enrouer la gâchette, parce qu'ils savent qu'une fois la gâchette enrouée, c'est le revolver qui ne sert plus à rien. Et donc, ce qui se passe là, c'est la perpétuation, ne serait-ce que psychomentalement et historiquement, d'un postulat d'abandon, de plaventrisme, de génuflexion, de salamalek, que l'Afrique ne peut plus tolérer vis-à-vis de personnes qui lui ont fait autant de mal et qui continuent par ailleurs à être de sérieux contempteurs du développement de l'Afrique. Je reste avec vous. Est-ce qu'on aurait pu le recevoir autrement, sans envoyer un message forcément de haine, mais sans justement donner l'impression qu'il était le bienvenu en territoire conquis, comme si rien n'avait changé avec tout ce qui s'est passé? La fraternité légendaire qui me lie à toi m'oblige à penser que tu ne viens pas de dire que j'ai passé un message haineux. Non, du tout. Voilà. Du tout. Je suis sûr que tu ne le pensais pas et que tu ne l'as pas dit. Il reste cependant que si on est d'accord que ce n'est pas un message de haine, alors c'est simplement l'expression plate de faits historiquement vérifiables. Une fois que cela est évacué, il faut dire que la réception aurait pu se faire, oui, c'est deux États. On aurait pu recevoir cet homme d'État, mais avec moins, pour l'aspect présent, avec moins de faste, avec moins de lumière, avec moins, je veux dire, avec plus de rationalité historique. Ça veut dire qu'on aurait pu le recevoir tranquillement au sortir du palais et puis échanger. Mais avant, le Congo aurait dû en faire un événement africain, convoquer des colloques, convoquer des experts de l'histoire de l'Afrique, convoquer des juristes pour établir d'un point de vue historique, juridique, anthropologique, un certain nombre de faits sur lesquels on devrait être d'accord, l'Afrique et la Belgique, afin de panser ces plaies et d'envisager nos rapports pour la suite en intégrant précisément toutes les réparations historiques, matérielles, toutes les réparations financières, toutes les réparations, je veux dire, psychologiques qui vont avec. Obtenir un certain nombre, dans la négociation diplomatique, un certain nombre de faveurs économiques, un certain nombre de faveurs pour les citoyens, en réparation de tout ce qui s'est fait. Je veux espérer que je n'ai pas toutes les informations. Mais si l'on s'en tient au peu que j'ai vu, mes larmes coulent à l'intérieur et elles coulent abondamment. Alors justement, à votre suite, hein, on va compléter cette première prise de parole. Vous également, vous avez assisté, ne serait-ce qu'avec les images qu'on vient de vous présenter, à l'arrivée solennelle et on va dire triomphale, le mot n'est pas exagéré, du roi belge en terre congolaise. Quelle est la lecture que vous en faites? L'Afrique, via le Congo, s'est-elle remise à genoux pour adouber et embrasser l'ancien maître? Je peux vous ma question j'espère que ma question ne vous laisse pas sans mots. Je peux vous dire qu'en réalité, il y a des moments, il y a des actes, il y a des comportements dans la vie d'un être humain dont les cerveaux, des cerveaux mal fagotés comme les miens par moment ne parviennent pas à décrypter. Et je pense que cette visite fait partie de ces moments-là. Donc, je suis un peu groggy, quoi.
Je pose la question, je réfléchis, je tourne la question pour savoir qu'est-ce que ça signifie, ce que nous venons de voir. J'ai donc tendance à ne pas être dans le côté rationnel et peut-être à pencher vers ce qui peut être considéré comme un peu irrationnel du point de vue de la diplomatie, du point de vue de la politique, du point de vue des relations entre les États. Premièrement, j'ai l'impression que pour le président Tshisekedi, il faut que ce mandat soit marqué par le sceau de quelque chose d'important. Et il a cru bon qu'en organisant cette visite du roi belge au Congo, il m'a créé d'un sceau, je me dis de son point de vue, plus ou moins important, de nouvelles relations qui puissent exister entre le Congo et la Belgique. Premièrement. Deuxièmement, n'oublions quand même pas que le président Tshisekedi, il est quand même le fils de l'autre, qui traitait le Mumba de crapaud. Et lui-même, Tshisekedi, l'une de ses bases arrières, de par sa jeunesse, et même quand il est rentré en politique, c'était la Belgique, c'était Bruxelles. Même quand ça tanguait, il se repliait tout le temps à Bruxelles. Quelles sont donc les relations qu'il a avec le gâchis au pouvoir en Belgique? Je pense que personne de nous ne peut le savoir pour l'instant. Donc ça participe à ces histoires, ce type d'arrangement dont la visibilité est très réduite du point de vue de la politique et du point de vue des attentes des Africains. C'est peut-être ce qui justifie le quasi-boycott de population de Kinshasa par rapport à cette visite. Parce que même ils ne comprennent pas la nécessité aujourd'hui de cette visite, d'autant plus que au niveau de la Belgique, justement, Pépin Bikaï a rappelé tout à l'heure l'histoire de George Floyd. Il y a ce vent qui a balayé complètement l'Occident et les anciens pays coloniaux, où on a vu des étudiants, on a vu des citoyens se mettre en branle pour dire, par exemple, on ne veut plus de la statue de tel individu devant notre université parce qu'il nous rappelle, n'est-ce pas, le passé colonial que nous ne voulons plus assumer. Mais allez en Belgique, le pôle 2, il trône encore sur des places publiques. Même à Kinshasa. Ça a été déboulonné par Mobutu. Bon, donc, on se pose des questions. On se pose beaucoup de questions. J'allais dire, cette visite aurait eu un sens si en amont, un certain nombre d'actes avaient été posés dans le sens, même du point de vue symbolique, de dire que nous demandons pardon. Mais nous ne voyons pas beaucoup ces actes qui ont été posés. Pire, la Belgique, de par sa diplomatie, fait partie de ces États qui refusent justement une réelle décolonisation de notre continent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, c'est donc quoi cette visite? On peut bien se dire, on peut bien penser. C'est quoi? Quelle est la signification de cette visite? Est-ce que le président Tshisekedi a voulu se faire beau pour montrer qu'il a reçu le roi chez lui? Qu'est-ce que les Africains peuvent tirer en termes de bénéfices d'une visite de ce niveau? Dans la géopolitique mondiale aujourd'hui, la place de l'Afrique dans cette géopolitique mondiale et les bégaiements de la construction d'un nouveau paradigme, la Belgique s'inscrit de manière radicale dans le contre-pied de cette logique. Alors, donc, valablement, je me pose la question. Alors, ce que M. Tshisekedi ne doit pas oublier, on a vu des images qui donnent froid au dos, mais qui n'expriment pas la violence et la sauvagerie et la barbarie que ces gens nous ont fait subir. Surtout sur le pôle 2, qui considère le Congo comme sa propriété privée. Je vous rappelle que vous allez en Belgique aujourd'hui, ça fait beau. Vous prenez une compagnie qu'on appelle SN Bruxelles, ça fait beau. Mais n'oubliez pas, SN Bruxelles est le petit-fils d'une compagnie qui appartenait d'abord au roi Léopold II, qui avait pour fonction de ramener en Belgique l'essentiel des richesses qui pillaient au Congo. C'est cette compagnie de Léopold II qui va devenir plus tard la compagnie Sabena. Et Sabena qui deviendra plus tard SN Bruxelles. Donc c'est le sang des Congolais. Quand vous êtes dans ces avions-là, sachez que c'est le sang des Africains. Ce sont les mains coupées.
C'est ça. Vous êtes assis sur ces mêmes coupés-là. Est-ce que les Congolais, le président Tshisekedi se pose ces questions? Et ça, ce n'est que la partie visible. Hein. Je continue de vous le dire. Ce fut grave ce qui s'est passé au Congo. Je pense que le même véritable génocide, Ils ont brûlé s'est passé au Congo. Maintenant, Découpé et Ils ont en venant, brûlé en Lumumba. venant dans l'assiette. à Lumumba, sans que mon jeune Franklin n'explose, Ils ont brûlé Lumumba. en réalité, la Belgique est l'État qui a refusé, je dis bien refusé, de donner à l'Afrique un espoir. Et Lumumba représentait de manière authentique cet espoir-là. La manière dont il fut violemment assassiné. Avec ses lieutenants. Hein. Oui, j'ai vu, je crois, Ça a effrayé Mpolo qui tous était les là, leaders africains. Parce qu'on a tendance à les sortir de l'histoire oui, aussi. oui, Mpolo était là, Mpolo Okito qui Voilà. était là sur les images tout à l'heure. Ces deux lieutenants, ils sont passés et aussi par les armes. Oui. Mais le cas de Lumumba, il est Ils ont tétanisé Il est tous les symptomatique. leaders africains. Avec la façon dont ils ont un assassiné. message envoyé. Oui. Je pense que le message, le cas de Lumumba est symptomatique de tous les grands leaders qui ont en réalité posé de véritables problèmes à cet Occident impérialiste et raciste qui ne comprenait pas, comme Mme Ursula von der Leyen nous dit, que depuis quand les Africains pensent par eux-mêmes. Le premier, c'est Robert Mugabe. Son assassinat et la manière, ce succès d'année qui lui sert de tombeau. C'était une profanation et un déni que vous ne pouvez pas vous imaginer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu que Ruben Mugabe tombe à la hauteur de l'homme qu'il a été pour que ce soit un lieu de pèlerinage pour tous les Africains. C'est exactement... Mais pour Lumumba, on a encore perfectionné le jeu. On a encore perfectionné le jeu. On ne veut même pas qu'on sache où il est. Mais même pour Mugabe, il y a beaucoup de suspicions. On n'a même pas sûr qu'il est là où il est. Vous comprenez? Pour Lumumba, on a encore perfectionné le jeu. On a dissous son corps qui était déjà saucissonné dans de l'acide. Et ce barbouze belge, il s'est donné encore à cœur joie. C'était un honneur pour lui de détenir la dent de Lumumba. Alors, moi, là, l'invitation que j'ai reçue, qui m'invitait à cette visite-là, et je l'ai dit ici ouvertement, on me disait, savoir c'est l'occasion de la restitution de cette dent. Je me suis dit, moi, je fouille le truc, les informations, je ne vois pas une information dans ce sens. Non, il n'y a pas. Mais c'est surtout ça qui m'a rebuté. Quand les organisateurs qui m'ont fait parvenir cette invitation, mais je leur ai dit, ne m'écrivez plus jamais. Ne m'écrivez plus jamais. Je vais célébrer quoi? Qu'est-ce que je vais célébrer? Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans une situation où nous, les Africains, nous n'avons pas ce qu'on appelle le sens de la mémoire historique. Les Africains pensent que tout ça est passé. D'abord, il y a les gens qui disent que vous aussi, vous aimez tout le passé. Le passé est passé. Le passé n'est jamais passé. Le passé n'est jamais passé. Allez dire ça aux Juifs. Allez voir Juifs. avec quelle violence, avec quelle ténacité l'histoire de la Shoah est célébrée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous lever un jour, même quand vous tentez, comment Dieu donné, votre frère, vous voyez, l'ostracisme qu'il subit, l'exclusion qu'il subit. C'est l'ostracisme. Tout simplement parce que, sur le plan dramaturgique, c'est-à-dire que de la comédie, il essaie de rire. Mais il a rapproché esclavage. Mais je ne comprends pas, ces gens-là. C'est eux qui nous ont appris que l'autodérision est même bien, même pour nous-mêmes. Le fait même de se moquer de soi a un effet de catharsis dans la santé. Mais là-bas, tu ne peux pas toucher à la question juive. Tu es un homme mort. C'est un sujet dont on ne rit pas. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, tout simplement, pour avoir dit que Zelensky se pavane, il fait le beau en disant qu'il est juif. Mais ce que les gens oublient, c'est que même il avait du sang juif. Tollé général. Comment Lavrov peut dire un truc pareil? Tollé général. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau vous pouvez comprendre. Là, on parle d'une allusion nominale. C'est-à-dire que vous pouvez comprendre. On ne parle pas de... Donc, pour nous, nos morts, nos ancêtres, nos héros ne sont pas du tout importants.
La traite négrière, 5 siècles, c'est rien du tout. La colonisation, 1 siècle, c'est rien du tout. Alors, mais pour sortir de ce premier jeu, je fais quand même une petite virgule pour vous dire, historiquement, comment le pôle 2 a pu prendre possession d'un espace aussi grand. Il faut savoir que nous sommes en Europe. La première puissance là-bas, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a écrasé tout le monde. Alors les gars se réunissent, disent aux Allemands que... Et je vous dis, alors là, vous pouvez fouiller. Hein, je demande à nos téléspectateurs de faire un effort, de regarder. C'était à Berlin. La plupart des monarques occidentaux de l'époque, là, ils avaient presque tous le même pédigré. Hein. De la Russie jusqu'en Angleterre. Quand vous regardez dans leur filiation, c'était presque la même famille. Presque tous les mêmes familles. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous dis, les gars là, qui règnent en Angleterre, là, ils sont d'origine allemande. Hein. Donc, regardez très bien, vous allez vous rendre compte. Donc, ces gens-là avaient des liens de sang, au point où ils ne pouvaient pas se bousculer outre mesure, surtout sur un terrain comme le terrain africain. Donc, l'Allemagne écrase tout le monde. Donc, les autres monarques vont voir dans, le Kaiser et disent, maintenant, mais toi, tu as tout pris. Si, nous, on ne peut pas respirer, on fait comment? L'Allemand dit, allez vous débrouiller là-bas en Afrique. On m'a dit qu'il y a des trucs là-bas. Il dit que, ok, merci. Et c'était dans la course, à travers les fameux explorateurs qui ont arrêté en réalité, n'est-ce pas, ces espions qui étaient venus pour cartographier les espaces et chacun finançait ses espions. Et c'est ça qui est un peu ridicule de constater qu'aujourd'hui, Brazzaville continue de porter le nom de l'un de ces espions-là. Bon. Donc, quand ils sont arrivés, mais finalement, ça ne tenait pas parce qu'il y avait des rivalités. Vous connaissez la bataille de Fashoda, mais aussi d'autres batailles. De Tanger, par exemple. Oui, et de Tanger, par exemple. Crise de Tanger d'Agadir. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que les Portugais, qui avaient en réalité découvert les premiers cette côte-là, ils vont donc voir les Allemands et disent que nous, on est mis à l'étroit là-bas par les Anglais et les Français. Si tu ne fais pas vite, tu vas tout perdre. Parce que la force qui vont ramener l'Afrique vont t'obliger à te mettre à genoux. Et c'est comme ça que les Allemands aussi vont voir le roi, le Pôle 2. Ils disent que Moula, c'est comment là-bas? Ils disent que c'est grave. Il y a des richesses là-bas que nous-mêmes, on ne soupçonne même pas. Ils envoient aussi donc vite leurs espions. Et rapidement, ils prennent le Togo, ils prennent le Cameroun, ils prennent le Namibie, ils prennent la Tanzanie. Mais comme il y avait toujours ces rivalités, ces guerres, ils disent, arrêtons de nous battre devant les nègres là. Venez, asseyons-nous. Mais comme c'était les plus forts, la conférence a donné lieu à Berlin. Et le deal que le Pôle 2 va faire en sous-main, c'est que papa, moi j'ai un territoire là, il ne faut pas que les gars là viennent empiéter dessus. Il dit, calme-toi, ton territoire te sera sauvegardé. Voilà pourquoi la petite Belgique, vous voyez comment elle est petite, elle a pu prendre possession d'un territoire aussi énorme, comme le disait Béné Christian, qui peut contenir totalement toute l'Afrique. Toute l'Europe occidentale. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est terrible. Et qui a régenté, dirigé de main de fer. Quand il envoie ses missionnaires, il faut aussi que nos amis qui nous regardent, on ne peut pas tout dire d'une mission. La lettre de Pôle 2, comme une lettre, comment dire ça, feuille de route, à ces colonisateurs-là, n'est-ce pas, à ces éléments. N'allez pas leur apprendre Dieu. Ils connaissent très bien Dieu. Apprenez-leur la soumission. C'est tout. Et c'est ça, l'une des images là est marquante. Vous voyez un noir qui est avec une arme. Et c'est lui qui garde les autres qui sont enchaînés. Oh oui. Intéressant. Donc là, une fois de plus, souvent quand on parle de nos responsabilités, c'est vrai que nous avons été soumis par la violence. C'est là-bas que c'est dans cette marche que la médaille. Notre responsabilité aussi, la notion de médaille. Il faut que nos enfants, qu'on leur dise, que chaque fois que vous combinez contre votre continent pour plaire aux autres, vous avez de reproduire justement ce complexe-là qui est né pendant ces années de fer, n'est-ce pas, où l'homme noir a été... Voilà la superbe image. Et je peux vous dire que le gars qui est avec son faux fusil là à côté, il se prenait pour le petit Dieu. Ah, le petit Dieu. Bon, voilà. Donc voilà ce à quoi nous avons été réduits jusqu'au jour d'aujourd'hui, où nous avons encore nos frères qui continuent de combiner avec nos ennemis contre le continent et en jouant ce rôle de contre-maître que tout à l'heure Pépin Bikaya a si bien dessiné.
Merci Patient Parfendom pour cette première prise de parole. L'Afrique a-t-elle oublié? La mémoire est pourtant tenace, les faits sont sacrés et sont restés inscrits dans la chair et dans le sang. Oui, c'est à lettres de sang que cette histoire s'est écrite. Est-ce que l'Afrique a oublié? Puisqu'on parlait de lettres, on va revenir sur l'une d'entre elles. Elle est plus récente, elle date du 30 juin 2022. C'est le petit-fils de l'autre qui écrit. Il écrit au président Tshisekedi. C'était le prétexte, c'était le 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. Je vais vous lire un petit extrait pour vous relancer pour la deuxième partie. Alors, il dit, pour renforcer davantage nos liens et développer une amitié encore plus féconde, il faut pouvoir parler de notre longue histoire commune en toute vérité et en toute sérénité. La période coloniale qui a suivi également a causé des souffrances et des humiliations, je tiens à exprimer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé dont la douleur est aujourd'hui ravivée par les discriminations encore trop présentes dans nos sociétés. Et d'ajouter, je continuerai à combattre toute forme de racisme et j'encourage la réflexion qui est entamée par notre Parlement afin que notre mémoire soit définitivement pacifiée. Dans ces mots qui sont signés de Philippe Léopold Louis-Marie en visite au Congo actuellement, on n'a aucunement vu une demande d'excuse. Il ne demande pas pardon. Il reconnaît juste les faits. Est-ce que justement cette reconnaissance de fait a valeur d'excuse? Je pense qu'il y a un travail mémoriel. Et je vous ai écouté hier étant chez moi, dans mon petit canapé, et j'ai suivi un peu la tonalité avec laquelle le débat a été mené en ce qui concerne la crise diplomatique entre Kigali et Kinshasa. Je pense que la première responsabilité, parce qu'on a beau faire, se fâcher, dire tout ce qu'on a eu à dire, elle est d'abord intrinsèque. Elle devrait d'abord venir des enfants de l'Afrique. Qu'est-ce que nous voulons pour notre continent? Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Qu'est-ce que nous voulons pour notre devenir? Il faut être capable de pouvoir définir la feuille de route. Et ce travail peut d'abord être fait de manière individuelle. Ça ne peut pas être globalisant pour arriver à une unité que tout le monde souhaite. Ça peut d'abord être multispatial. Ce travail n'a jamais été fait. 60 ans après le départ officieux des colons sur le continent africain, la plupart des chefs d'État ont axé leur management sur le mimétisme, sur la complaisance, sur la constellation. Mais jamais, aucun chef d'État en Afrique, aucun pays en Afrique n'a fait un travail de fond pour pouvoir définir l'identité de son peuple dans un monde qui est de plus en plus globalisant, où on doit être capable de donner, mais davantage de recevoir. Mais malheureusement, ce monde aujourd'hui met l'Afrique dans une situation de réception éternelle. On a parlé tout à l'heure du maïs, du blé, qui doit être libéré des ports ukrainiens pour nourrir l'Afrique. Qui se mourra certainement si la crise ukrainienne ne s'arrête pas. Voilà. Parfois, on oublie que le blé a toujours existé en Afrique. Lorsqu'on fait une introspection sur l'histoire du royaume d'Égypte, ce sont les autres qui venaient se ravitailler en Afrique pour nourrir leur population. Mais aujourd'hui, grâce à une guerre que je jure légitime entre les Européens, parce que ce sont les Européens qui font la guerre, les Africains sont obligés d'intervenir, non pas pour dire arrêter la guerre, mais pour demander que nous, on est en train de mourir de faim. C'est la réalité et on ne peut pas dénuder cette réalité de notre continent. C'est de ça, en fait, c'est l'une des pistes de la prise de conscience, de voir que nous avons subi des atrocités, Parfait l'a rappelé tout à l'heure, 4 siècles, quand on dit même 4 siècles d'esclavage, on fait l'économie de la longévité de l'esclavage, parce qu'en réalité, l'esclavage brutal est terminé, mais on est resté dans l'esclavage capitaliste. Donc l'Afrique est de manière permanente, est toujours dans une logique d'esclavage. La colonisation a été tout simplement un élément de cet esclavage-là. Parce qu'en réalité, on a arrêté de dépeupler le continent pour mieux la servir, pour commencer le pillage. Même comme dans les échanges qui réunissaient les Occidentaux, il y avait le volet de la ressource. Parce qu'on échangeait, on transportait les hommes, mais également les ressources les plus importantes. Les masques ont commencé à être transportés pendant la période de l'esclavage. Ce n'est pas pendant la colonisation.
Parce que parfois, on a comme l'impression qu'on a commencé à dépouiller les pays africains pendant la colonisation, que non. On a commencé à dépouiller les pays africains pendant la période de l'esclavage. Donc, l'Afrique était déjà attractive à cette époque-là. Donc, la prise de conscience passe par là. À côté de ça, nous ne sommes pas les seuls peuples du monde à avoir subi autant d'injustices. Quand vous voyez les Arabes aujourd'hui, ils ont retrouvé une sorte de prospérité, mais davantage de respect de la part des mêmes Occidentaux qui ont commencé à exploiter le monde, à écumer les parties du monde les plus riches pour les exploiter au même moment que leur présence en Afrique. Mais aujourd'hui, ils accordent du respect, du crédit, de la dignité aux Arabes du Moyen-Orient, de l'Afrique, que aux Africains. Et tout le monde le sait. Tout le monde le vit. Tout le monde a eu à être enseigné par rapport à ce déséquilibre qui existe dans les relations entre les peuples du monde. Je ne parle pas des États. Parce que le peuple noir est le peuple le plus rejeté de la plupart des autres peuples du monde. Et les leaders de ce peuple noir actuel n'en prennent pas conscience. Mais c'est ce peuple noir qui a subi l'esclavage en Libye très récemment. Tout simplement parce que ce sont les Noirs qui étaient en transit sur ce territoire de Blancs. Mais ça n'a pas fait l'émoi d'aucun dirigeant noir, d'aucun intellectuel noir. Au contraire, ce sont les sans-voix qui ont essayé de lever la voix pour révéler l'injustice. C'est la réalité. Et un leadership de prise de conscience s'impose sur le continent africain. Moi, je commence à sortir de ce bashing qui voudrait que j'incrimine toujours le blanc d'être le responsable de mes misères. Parce qu'en réalité, mon vrai geôlier est mon frère noir qui ne veut pas prendre conscience du fait que les autres ne veulent pas de nous. Voilà une image illustrative de ce qu'ils sont en train de dire. Les contremaîtres avec leurs armes pointées au sol, aux côtés, ils se prennent en photo aux côtés de leurs frères qui sont enchaînés. C'est ça la réalité actuelle de l'Afrique. Est-ce que justement cette image ne s'est pas transposée hier avec tam-tam et tambour, femmes jolies et dénudées qu'on a sorties pour accueillir? Moi, j'ai dit, je ne veux pas être aussi violent que Franklin ou alors aussi mémoriel que lui. Je dis, je m'inscris dans l'analyse. Nous sommes dans le cadre des relations justement, puisqu'on est dans les images, oui. les images sont assez éloquentes. Est-ce que l'image qu'on a vue avec ces contremaîtres aux côtés de leurs noirs qu'ils tenaient en respect ne peut pas être transposée dans la réalité avec l'image, les images justement de... Cette image est normale dans les us et coutumes de la diplomatie. Maintenant, il faut elle est normale. Je vais arriver maintenant. Macron n'a pas été accueilli par Poutine avec non. Je dis, n'entrons pas dans cette cour-là. Il s'agit des Blancs qui s'expriment supérieurs aux autres. Moi, je n'entre pas dans cette transgression des images. Poutine, Macron, Biden, ce sont des Blancs. Ils gèrent leur couloir. Et nous, notre peuple a un problème. Selon la définition moderne, maintenant, la diplomatie vient de chez eux. On leur a pris. Donc, je suis d'accord. Maintenant, je m'offusquerai. Se permettre une comparaison. Je vais y arriver à aller au fond de ma pensée. Je m'offusquerai si Félix effectue une visite d'État en Belgique et qu'il ne reçoit pas la même solennité. D'accord. Là, je m'offusquerai que voilà ce qu'on a toujours décrié, c'est que les Blancs ne nous ont jamais considérés. Pour le moment, c'est Félix. On reste dans le patronyme. C'est Félix qui est à Kinshasa et qui a eu droit à ce bain de foule, à ces yo-yo. En fait, cet accueil est africain. Ça peut ne pas être Philippe qui soit là. Ça peut être le président Biya, ça peut être, c'est pas trop n'importe quel président, Cyril Ramaphosa. Vous pensez que le président Biya devrait être accueilli de la même manière en Kinshasa que le roi? Tout naturellement. Et puis à côté de ça, tout le monde connaît l'hospitalité qui a été toujours, qui accompagne la diplomatie, par exemple, camerounaise. Les Chirac ont été savamment bien accueillis ici. Le pape Benoît XVI, le pape Jean-Paul II. Ça a toujours été des moments de grande, la problématique. Vous avez vu que le postulat du départ, c'est visite de Philippe au Congo, mais la problématique se pose en termes d'Afrique et pas justement de Congo seulement. Donc pourquoi est-ce que l'Afrique ne s'indigne pas? Non, parce que contrairement à ce que Philippe disait tout à l'heure, nous ne sommes pas dans le cas d'indignation parce que la visite du président... Franklin, pour moi. Je m'en excuse. On a emporté par... nous sommes dans le cadre d'une visite d'un souverain belge sur un ancien territoire qu'il a préalablement conquis. Et
si un devoir mémoriel n'a pas été fait au Congo, forcément du côté belge, il y a un travail qui a été fait. C'est-à-dire que la visite est axée sur un certain nombre d'éléments sur lesquels le souverain veut revisiter avec son homologue belge. Donc il reste souverain. Mais il est souverain. C'est le souverain des Belges, non? Vis-à-vis de la... Non, j'ai dit le souverain, le Philippe, veut revisiter vis-à-vis de son homologue. En d'autres termes, c'était un Félix. accueil bien mérité. C'est ce que je veux dire depuis le début de mon propos. D'accord. Bon, maintenant, dans son agenda, dans sa feuille de route, il y a un certain nombre d'éléments qu'il a évoqués. J'ai suivi, en fait, dans mes recherches, qu'il devait faire une escale au musée national du Congo pour remettre un objet qu'on n'a pas signifié. Peut-être ça peut être... Un masque. Voilà, un masque. Ça permet peut-être de dire à Parfait qu'il ne faut pas qu'on soit surpris qu'on remette également la dent de Lumumba. Même comme l'échéance a été repoussée à 6 mois. Donc, on a retrouvé une archive, merci à la réalisation pour cette archive-là. C'est signé de l'inspecteur d'État Ghislain. J'ai l'honneur de faire savoir au personnel de l'État indépendant du Congo, à tous les résidents non indigènes de race européenne et de couleur et à tous les nationaux congolais qu'à partir du 15 novembre 1908, la Belgique assure la souveraineté sur les territoires composant l'État indépendant du Congo. C'est signé Boma le 16 novembre 1908. Voilà, donc 23 ans après que la conférence de Berlin ait concédé la gestion du Congo à le pôle de... Il crée ce qu'on a appelé l'EIC, c'est-à-dire État indépendant du Congo. D'accord. Vous poursuivez dans votre développement. Oui, qui est balancé à la gestion de la Belgique. Il ne faut pas oublier que la Belgique, c'était un ensemble à peu près de 3 entités, les Flamands, les francophones et puis les Bruxellois. Donc ça revenait à l'État belge. Donc, pour dire que moi, personnellement, l'accueil... Vous ne trouvez aucun inconvénient? Aucun inconvénient par rapport à l'accueil. La chaleur africaine. Elle s'inscrit dans une longue litanie d'accueil qu'on a toujours réservé à nos hôtes depuis la nuit des temps. Nos hôtes aimés. Oui, depuis la nuit des temps. Maintenant, la Belgique reste aimée. Maintenant, l'histoire entre le peuple belge et le peuple congolais restera le point d'achoppement qui va essayer de pouvoir réorienter la nature des relations que ces deux peuples ont à faire ensemble. Tout à l'heure, je vais y revenir parce que j'ai fait quelques lapsus dans ma première prise de parole. Je parlais de la gomme arabique. En fait, il s'agissait du caoutchouc qui était prélevé au Congo. Et j'ai également parlé d'Alain Makambo, il est plutôt du Congo, Mabankou, il est plutôt du Congo Brazzaville, pour revenir à cette dénomination. Merci coloniale. Un autre élément, je devais le dire. Le fait que le pôle 2 est hérité de ce territoire en 1885, 2 345 000 km² de superficie, a été dit de manière solennelle lors de les clauses, c'est-à-dire le plan fait, c'est-à-dire la déclaration de fin de conférence que le Congo est la propriété du roi des Belges, Léopold II. Bien sûr. C'était bien dit. Ça a été notifié. Voilà, notifié. Et que pendant cette conférence, Bismarck a eu l'intelligence d'inviter 14 pays, y compris la Russie actuelle. Oui. À assister à cette conférence de la balkanisation de l'Afrique. Donc c'était quelque chose que vous vouliez noter. Oui, qui était préparé par les Blancs pour soumettre les Noirs. Il faut noter quand même de la deuxième conférence de Berlin, parce que la première conférence de Berlin, je suis d'accord avec Parfait, a été, en fait, le grand gagnant de la première conférence de Berlin, c'était l'Allemagne. D'ailleurs, il fallait une sorte de compensation sur la seconde conférence parce qu'ils les avaient repoussés avant de revenir plutôt légitimer la possession du Congo à la tutelle du roi Léopold. Merci pour ces rappels aussi mentionner quand même que la Russie n'a pas participé. Mais elle était dans les assises avec les États-Unis qui n'ont rien eu. Elle était. Vas-y, faut le dire, c'était 14 pays. Oui, mais elle était. Merci pour la précision historique. Oui, mais elle était présente. Maître Franklin, dites-nous, est-ce que les Africains, et là on va vraiment entrer dans peut-être la programmation neurolinguistique, un domaine que vous maîtrisez, sont-ils atteints du syndrome de Stockholm? Est-ce qu'on pourrait justifier justement ces étreintes chaleureuses avec quelqu'un qui porte en lui l'héritage colonial? La colonisation n'est pas compatible avec la paix. On est en guerre.
Et visiblement, les seuls peuples du monde à ne pas s'en apercevoir, c'est les Noirs d'Afrique. On est dans les rapports, comme le dit mon frère, chaleureux. Mais ce matin, les peuples de la chaleur ont froid. Tous les peuples de la chaleur doivent avoir froid ce matin de ce qui se passe au Congo. Nous sommes atteints du syndrome de Stockholm aigu. On ne peut pas autant être ami avec son bourreau. On ne peut pas dire raisonnablement ici à autant de monde et penser que ça peut être sérieux, que le roi des Belges, c'est lui qui a écrit pour dire ce qu'est l'histoire du Congo. Non, ce n'est pas au bourreau d'écrire mon histoire. C'est à moi de dire ce que j'ai subi et comment je l'ai subi et ressenti. La thématique de ce matin, c'est pourquoi l'Afrique ne s'indigne-t-elle pas. Mais oui, c'est ce que je dis tous les jours ici. L'Union africaine est un assemblage d'États, d'hommes politiques, mais il faut aller plus loin que ça. Il faut l'Union africaine des peuples. Il faut avoir en partage ainsi certaines grilles de lecture de l'histoire. Tous les Africains portent dans leur cœur Lumumba. Tous les Africains sans exception portent Lumumba quelque part dans leur cœur. Il faut maintenant qu'on rationalise cette émotion-là. Tous les Africains connaissent Oumniobé, se rappellent de son discours à l'ONU. Mais il faut que l'on rationalise cela. Il faut que l'Afrique écrive son histoire et qu'elle ait ça en partage. Dans toutes les écoles d'Afrique, on doit lire la même chose. On doit lire la même chose. Quand vous lisez le livre de Mao, il vous dit « Le peuple qui a les meilleures écoles du monde est le plus grand peuple du monde. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. » Il faut que nous ayons en Afrique, que l'Union africaine commence par créer des commissions pour l'éducation. L'histoire de l'Afrique, là, on retient quoi? On tombe d'accord. On doit lire ça. Tous les enfants de l'Afrique doivent lire ça. On doit retenir tous la même chose. On doit avoir le même regard sur les faits historiques. On ne peut pas... J'ai entendu Pépin relever, et à juste titre, il faut mentionner que les Arabes ont été des colonisateurs. Les Arabes ont longuement colonisé et plein de peuples sur la terre. Mais si tu regardes l'état des pays arabes aujourd'hui, se sont développés, c'est parce que précisément, ils ont un rapport culturel, un rapport historique extrêmement rigoureux et tranché sur qui a été leur ami et qui a été leur agresseur. Ils ne transigent pas dessus. Ils ne font pas de compromis, ils ne négocient pas. Ils sont d'accord dessus, c'est arrêté, c'est définitif. Ils ne le changent pas. Et toute tentative de réécrire, ça crée un incident diplomatique entre le pays qui tente de réécrire et eux. On a vu ce qui s'est passé avec les Algériens et les Français. Ils ne négocient pas. Vous voyez très bien le conflit franco-algérien. Il est sempiternel. Parce que dès qu'on veut réécrire, dès qu'on veut déplacer le curseur, les Algériens se lèvent ou disent non, c'est pas ça, c'est comme ça. Donc, il faut qu'on soit d'accord pour le devoir mémoriel de dire que les images de chaînes. J'ai vu l'image d'une statue sur laquelle on a mis des larmes. Je sais, c'est dans quel pays? Non, c'est en Belgique. Non, c'était en Belgique pendant la mort de George Floyd. C'est en Belgique. Vous voyez ça? C'est exactement parfait. C'est exactement le type d'image qui ne m'intéresse pas. C'est la poudre aux yeux. Ça n'a aucune profondeur, ça n'a aucune valeur. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et c'est avec ça qu'on agite les Africains. On flatte quelques émotions et on donne l'impression qu'il y a eu un travail de fond de fait. Aucun travail de fond n'est fait. Il faut revenir, il faut réhabiliter Lumumba. Dans tous les livres en Belgique, les Belges doivent lire ça. Il faut réhabiliter Lumumba, ça doit partir de l'Afrique. Il faut écrire un livre pour lequel il arrive là, ce représentant de la Belgique, et pour lequel ils reconnaissent, oui, tout ça c'est vrai. On réécrit tout. On rappelle toutes les positions de Lumumba parce qu'elles vont tracer le sillon de la Nouvelle-Afrique. Le cœur de la Nouvelle-Afrique, le cœur de l'Union des peuples d'Afrique, des États d'Afrique dont parle M. Ndom tous les jours ici, ça bat dans les écrits de Lumumba.
Si vous relisez Lumumba, si vous traduisez Lumumba dans toutes les langues d'Afrique, tout le monde saura ce que l'Afrique doit être dans 20-50 ans. Même la maman au village, c'est simple à comprendre. Il parlait dans un français assez simple, digeste pour tout le monde. Si on traduit ça dans toutes les langues, les principales langues bantou, peul et arobo-bébé d'Afrique, eh bien, tout le monde comprendra ce que c'est que l'Afrique. Non, Franck, juste pour ajouter un peu de l'autre à votre mot là. Le problème, c'est que l'histoire de la colonisation du Congo a été systématiquement interdite dans le système éducatif belge. À peu près depuis 2 ou 3 ans, on a réintroduit, parce qu'en réalité, il ne faut pas seulement qu'on parle de Lumumba. Ça a été un acteur majeur, mais l'histoire douloureuse de la colonisation vient justement de ces amputations qu'on nous montre en image là, par rapport à l'exploitation du caoutchouc dans ce pays. Et ça fait au moins 2 ou 3 ans qu'ils essayent d'enseigner l'histoire de la colonisation belge en Afrique. Vu par qui? Écrite par Non, qui? je dis qu'ils essayent d'enseigner, mais je vais y arriver. Mais de manière, ça balbutie un peu, parce qu'en réalité, tous les éléments de cette histoire-là ne sont pas enseignés aux petits Belges blancs, mais également aux nombreux afro-descendants qui sont nés sur ce territoire. Je ne fais même pas confiance à ce processus. J'entends, merci déjà pour le rappel historique, parce que c'est important qu'il y ait justement, toujours... peut-être pour ajouter à ce que vous disiez, c'est une... Africa will write its own history and will be to the north, to the south of the Sahara, a history of glory and dignity. Mais c'est précisément de ça qu'il s'agit, une histoire de dignité et de gloire. On est puissant, on est fort. Il faut simplement qu'on en prenne conscience. Et les scènes comme celle-ci, à s'agenouiller justement le plaventrisme là est maladif. Il me rend malade ce matin. J'ai même pas envie de réfléchir ce matin. Il me rend malade ce matin. Je suis fou de voir ces images. On doit célébrer le jour où Lumumba est décédé. Ça doit être une fête africaine. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'à l'Union africaine, on ne pense pas à ça. Le grand frère a dit quelque chose au début de son propos. Mais, vous voyez, la trajectoire du président, parce qu'il faut bien que les gens nous comprennent. Quand on vient ici, cette émission se veut panafricaniste. Personnellement, et je crois que nous avons tous ici l'humilité de dire, nous n'en détenons pas la racine. Nous essayons, avec des analyses qui peuvent être discutées, qui sont discutables certainement, mais nous essayons chaque fois d'apporter le meilleur de ce que l'Afrique peut tirer de toutes les thématiques que nous abordons tous les matins. Cette émission se veut simple, elle se veut abordable pour tous, et elle se veut surtout, enfin les panélistes, pour ceux que je connais déjà jusqu'ici, nous nous voulons humbles dans notre approche, nous nous voulons ouverts dans notre démarche, mais surtout concentrés sur le fait que chaque mouvement intellectuel doit intégrer que gagne l'Afrique, la question que gagne l'Afrique. C'est la raison pour laquelle je voudrais qu'il y ait tout le temps, enfin moi j'ai fait l'effort de me rappeler des positions de chacun, de ce que chacun d'entre nous dit, parce que ça alimente mes propres positions personnelles, ça alimente mes réflexions et mes analyses. D'accord. Rappelons que M. Ndoma dit tout à l'heure, a tracé la trajectoire politique de l'actuel président du Congo. Que hier ou avant-hier, Dr Béni Christ rappelait l'absence de leadership politique, en tout cas politico-africaniste, afro-centré des leaders du Congo, qui cause tout le problème que l'on a pu avoir dans les crises diplomatiques et même politiques et militaires qu'il y a entre Kigali et Kinshasa. Comment voulez-vous que ce matin, je regarde cette scène en ayant le passif que décrivent mes illustres aînés du dirigeant actuel du Congo? Comment voulez-vous que j'accorde un soupçon de crédit à ce que le roi des Belges peut être venu faire en Afrique? Sinon, recueillir la lumière et la gloire du grand maître qui vient partager encore, apporter de sa lumière et adouber un politicien en Afrique. Notre lutte n'a pas pour but d'haïr ou d'aimer le colon. C'est une question de... C'est clair, c'est simple. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je recuse la thématique en haine. Mais j'ai le droit, j'ai la légitimité en tant qu'enfant de l'Afrique d'estimer que, en ôtant la vie à Lumumba, en ôtant la vie à Moumié, à Ernest Ouandié, à Sankara, on m'a privé du droit de pouvoir jouir de tout ce que la mère continent a à m'apporter en tant qu'enfant. On m'a privé de l'avance que mes célèbres dévanciers m'auraient donné, moi en tant que fils de l'Afrique, pour travailler à laisser à la postérité une Afrique glorieuse,
une Afrique luxuriante, riche, développée. J'ai le droit de m'indigner ce matin, de dire que le monsieur qui est venu en Belgique là, par ses actes, par les comportements que son pays ont eu dans mon continent, m'a privé, moi aujourd'hui en tant qu'enfant de l'Afrique, de pouvoir bénéficier de tout ce que la nature a mis dans mon continent. Elle m'a refusé l'héritage que m'auraient laissé mes pères, mes ancêtres. Et donc aujourd'hui, je suis la victime directe, même pas collatérale, mais la victime directe des actes qu'ils ont posés. Merci. Il n'y a aucune dignité à retirer d'être une victime. Je ne me plains pas, mais je fais observer simplement qu'historiquement et qu'aujourd'hui, je suis obligé d'aller commencer à moins 100, alors que mes devanciers, s'ils n'avaient pas été assassinés, m'auraient permis de commencer à plus 500. Parce qu'ils en avaient à la fois les moyens intellectuels, mais surtout le soubassement matériel, économique pour nous propulser et nous mettre à la place du monde. Et que finalement, le monde se porterait mieux si les enfants d'Afrique avaient pu faire ce qu'ils avaient à faire. Merci, Maître Franklin. On va progresser rapidement. Passion par fin d'homme, est-ce que ce qui se passe, ce qui s'est passé hier lors de la réception, et même ce qui se passe trivialement dans nos différents États lors de la réception de ces chefs d'État occidentaux, anciens colonisateurs, ne justifie pas le mépris viscéral qu'ils ont vis-à-vis des Africains, justement, dans leur rapport avec les Africains? Est-ce que nous ne sommes pas, est-ce que nous sommes des victimes de ce mépris, ou est-ce que nous n'en sommes pas nous-mêmes, on va dire, les responsables du mépris que les autres ont vis-à-vis de nous? Tout à l'heure, Pépin a évoqué quelque chose, le débat qu'il y a lui en Occident. Comment faire pour enseigner la colonisation aux jeunes blancs? C'est tout un problème. Au point où l'élite occidentale s'est divisée en deux. Ceux qui étaient soi-disant progressistes ont tenté de dire, essayons quand même de faire quelque chose. Mais les autres se sont rebuffés très rapidement en disant non, 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 non. La colonisation avait aussi un côté de mission civilisatrice. Voilà. Et le débat a été bloqué là. Il n'a plus avancer. Ça veut dire que l'élite occidentale jusqu'aujourd'hui est incapable d'assumer l'héritage colonial. Voilà. Ils vont fabriquer même les deux écoles pour justifier le blocus. Donc cette affaire-là, comme le disait si bien de Lumumba, c'est nous les Africains, à nous. C'est pour ça que je dis tout le temps que ça dépend de nous. C'est à nous de régler ce problème. En faisant tout pour reconquérir notre souveraineté. Si on ne le fait pas, bon, on va continuer à patauger. Mais qu'est-ce qui dans bloque, des scènes justement, 62 ans plus tard, parce que le 30 juin prochain, c'est ce mois, le Congo, puisqu'on parle de lui, fêtera son 62e anniversaire d'indépendance. Qu'est-ce qui bloque 62 ans plus tard à l'avènement au moins de cette dignité, du retour de cette dignité des Africains et de leurs leaders? Qu'est-ce qui bloque? On veut comprendre quand même. Tu veux te tromper volontairement Quand vous dites qu'est-ce qui bloque, vous donnez l'impression que vous faites abstraction des régimes qui sont au pouvoir depuis les indépendances. Vous avez une très belle image que vous avez sortie, où on voit Mobutu, comme ça au Gradavo, à côté de Lumumba. Je vous rappelle que Lumumba avait l'un de ses meilleurs amis, c'était Félix Moumié. D'ailleurs, Moumié a été sous le couvert des casques de bleu ghanéens, dire à Lumumba, il faut que tu dégages, parce que nous, on a les informations que le gars veut t'arrêter. Et quand Mobutu, voilà, l'homme en lunettes, là, à côté, les lunettes noires, comme tous les babous, apprend que Moumié est à Kinshasa, il crie au scandale. Il dit que je vais l'arrêter tout de suite et l'envoyer comme un fagot à Ijo pour qu'il fasse sa fête. Mais entre-temps, Moumié était déjà sorti de Kinshasa. La relation entre Lumumba et Moumié fut très, très, très profonde. Elle est très puissante. Je pense même que ce fut les trois, Kwame Nkrumah, Lumumba et Moumié, qui représentaient l'Afrique à la conférence afro-asiatique. C'est pour vous dire la complicité et le poids que ces gens-là ont imprimé dans la question de la lutte de libération. Alors, là, pour revenir rapidement à ta question, mais regardez les gens qui ont été à la tête de nos États avec les indépendances. Le colon s'est arrangé à mettre à la tête de nos États que les gens qui n'avaient aucune ambition pour les États concernés. D'autres qui ont même combattu l'idée d'indépendance. Ça y est qu'on a donné l'indépendance. Vous voulez que ça produise quoi? Et au détriment d'une barbarie et d'une sauvagerie envers nos compatriotes qui demandaient autre chose.
Donc nous sommes dans cette réalité-là. Quand vous dites 60 ans, oui, ça peut paraître banal. Mais n'oubliez pas que pendant ces 60 ans, le blanc était sorti par la porte et est revenu par la fenêtre. Et il s'est installé. Donc, nous sommes encore dans ce babissement-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, où nous avons des États qui... Mais je ne veux pas faire un dessin. Regardez le cas de la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas parler d'autres États. Regardez les problèmes comme ce qui se passe au Tchad actuellement. Je ne veux pas en venir. Ça veut dire que l'Afrique n'a pas encore réellement comment dire ça, arraché son indépendance. Le Mali, c'est quoi? Des UP6 disaient Koundé Issegui, pour ceux qui comprennent ça. Et nous en sommes toujours là. Ce qui traduit signifie, il faut nous aider. C'est-à-dire que l'indépendance est encore suspendue quelque part. Il faudra encore un effort pour décrocher ça. Et c'est cet effort qu'on essaie de produire sur ce plateau. Ce Koundé Issegui était un leitmotiv. Des gens qui, après 60, des Wandi et consorts, ont dit on n'accepte pas cette indépendance. Parce que c'est une indépendance factice dans laquelle nous baignons. Je l'ai dit, c'est l'entendre mon propos. Tu sais que c'est pour ça que je dis que peut-être ce sont les amitiés qui s'est constitué, qui a noué, n'est-ce pas, à Bruxelles, qui lui permet de dire que bon, je vais... Les Africains aiment faire le beau, c'est comme des sapeurs. Je porte... Le Congolais surtout. Hein. Ah bon, non, je ne veux pas titiller. Mais là, il engage quand même tout mais parce qu'on ne comprend pas. Quelle est cette affaire-là? Cette affaire-là lui sert à quoi? Ah oui, voilà encore deux énormissimes africains, Lumumba et Kwame Nkrumah. Le grand Osadjofo. Osadjofo, c'est comme ça qu'on l'appelait. Voilà. Donc voilà. Africa must unite. Voilà. Donc je pense sincèrement que c'est une gifle. Ce sont des crachats raclés du fond de la gorge qu'on vient de nous asséner ce matin avec cette visite-là. Parce que cette visite-là aurait eu un sens. Oui, cette visite-là aurait eu un sens qui, ici en amont, un certain type de devoir de mémoire aurait été fait et qu'aujourd'hui, on aurait assisté à une espèce j'allais dire, d'exorcisme de la part de la Belgique pour dire nous venons faire notre mea culpa. Nous venons faire notre mea culpa et nous demandons pardon au peuple congolais pour tout ce que, n'est-ce pas, nos descendants ou bien nos prédécesseurs ont posé comme acte criminel ici chez vous. Ce n'est pas le cas et quelqu'un l'a dit. Et c'est là où je ne comprends pas souvent la mentalité et la psychologie des Noirs. Pour les Algériens, par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez pas essayer. Chaque fois que Macron a essayé de tenir le double langage, l'Algérie a été d'une radicalité incroyable. En suspendant même le survol de son espace aérien par les avions français. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Mais ça peut se comprendre. Ceux qui sont au pouvoir en Algérie, c'est ceux qui ont été dans le maquis, qui ont combattu les armes et la main et qui ont eu leur indépendance avec les accords de Vienne de 62. Ceux qui sont au pouvoir au Congo, eux, ils sortent d'où? Dans la vie concrète, là, il faut toujours voir là où quelqu'un vient. Les Anglais appellent ça des historic case. La personne là qui parle là, qui est au pouvoir là, il vient d'où? Qui est-il? Parce que le tout n'est pas de dire ouais, il faut que ce que tu dis soit en adéquation avec ce que tu fais. D'accord, bravo. Mais il faut aussi qu'on dise d'où tu viens. Toi, tu es qui là? Dans ton passé là, d'où viens-tu? Quels sont tes états d'âme? Quels sont tes états d'âme? Tes faits d'armes, c'est quoi? Parce que quand on parcourt, n'est-ce pas, le passé de ces gens-là qui sont au pouvoir, on comprend très bien pourquoi ils sont dans cet aplaventrisme, n'est-ce pas, que nous constatons tous. Dans d'autres États, dans d'autres... C'est-à-dire, imaginez le roi de Belgique en visite comme ça chez Mugabe, ou bien même chez Mnangagwa. Ça ne se passera pas comme ça. Imaginez-le en visite actuellement chez Assimi Goïta. Ça ne se passerait pas comme ça. Mais là où, ce que j'appelle le ventre mou de la géopolitique mondiale, où les gens sont arrivés là, on ne sait pas très bien comment, on nous parle même des arrangements qu'il y aurait eu entre Kabila et lui, bon, des tas de choses comme ça, où apparemment c'est Fayoulou qui aurait gagné. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est pour vous dire que nous avons encore des pouvoirs, en réalité, qui dépendent totalement de la mansuétude de ceux qui nous ont esclavagisés hier, ceux qui nous ont colonisés hier. C'est ça que j'appelle des pouvoirs coloniaux. Voilà. Et c'est pour cela que ce pouvoir-là ne peut pas répondre aux aspirations profondes de Franklin tout à l'heure. Donc du peuple qui dit, nous ne voulons plus être cette Afrique-là qui est à genoux. Nous voulons être cette Afrique-là qui est debout et qui dit à tout le monde qu'elle sera maintenant décidée à défendre ses intérêts, sa dignité et son honneur. Nous avons face à nous encore des gens dont les notions de dignité, d'honneur, n'existent pas.
Donc, qu'est-ce que vous voulez? Merci, Donc, on va patient continuer parfait. à vivre cette affaire-là. On dit qu'un peuple qui ne maîtrise pas son histoire est appelé à revivre les affres de cette histoire-là pendant encore très longtemps. Il faut que nos dirigeants fassent un effort. La diplomatie ne veut pas dire qu'on excuse tout. La diplomatie n'excuse pas tout. Combien d'années a-t-il fallu pour qu'un officiel américain aille au Vietnam? Posez-vous la question. Et quand il allait au Vietnam, quels sont les rapports ou bien la manière dont ces officiels américains ont été accueillis? Ici, chez nous, on passe tout par perte au profit. Le seul peuple au monde. Si c'est un siècle d'esclavage, on ne parle de 4, moi je dis 5. Si quelqu'un vient faire un débat, je vais démontrer pourquoi je dis que c'est plus même, parce que ça commence parce que quand on nous dit que... vous avez compris, vous sortez par là, s'il vous oui, plaît. oui, je sors par là. Quand on a mis fin à l'esclavage ouvertement, mais la France a cassé ça, non? Et a continué à faire l'esclavage dans ses colonies. C'est même plus parce qu'il faut également c'est là dont on nous parle. La traite arabe. Hein? Non, non, laissons la traite arabo-musulmane qui est 13e siècle. Je dis que le commerce là, Atlantique. Atlantique avec l'Afrique là, c'est 5 siècles. 5 siècles. Et puis un siècle de colonisation avec le terrible Léopold II, qui pour moi est le plus grand criminel de tous les temps. Le plus grand criminel de tous les temps. On nous bassine les journaux avec Hitler. Ce type-là, c'est le plus grand criminel de tous les temps. Oui, sauf que quand on célèbre donc quoi? On célèbre son petit-fils qui arrive chez nous et qui est incapable de faire amende honorable en demandant pardon pour les crimes que ses aïeux ont commis sur nous. Et bon, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, on rigole avec lui, on paraffe des trucs. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon, pour l'instant, c'est la réalité d'aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire, comme se fait le crédit sur le plateau, il faut-il faire l'analyse concrète, la réalité concrète. Cette réalité d'aujourd'hui, là, nous devons travailler pour la transformer pour le bien de nos peuples. Mais on ne peut pas faire fi de la réalité d'aujourd'hui. Elle est comme elle est, elle est là. Elle a beau être glauque, mais c'est comme ça. Il s'appelle Philippe Léopold Louis-Marie, il est le 7e roi des Belges, il a été intronisé le 21 juillet 2013 et voilà, il est en visite sur l'ancien territoire acquis par son aïeul. Aujourd'hui, il est censé faire un tour au Parlement et puis au musée. Il est en visite officielle pour 6 jours dans ce pays qui était à l'origine de son histoire, un précaré belge. Je vous passe la parole, docteur Bénicris, et ce sera pour sortir. On a analysé cette posture, les images avilissantes, le maître Diar qui revient en grand maître aujourd'hui et l'esclave Diar qui est resté esclave au moins dans l'image. Le Congo, vous le dites souvent, se joue l'avenir en partie de l'Afrique. Quelle est la leçon justement qu'on peut tirer de cette visite, mais surtout, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on peut envisager une sortie de l'auberge avec ces rapports qui s'équilibreront enfin? Est-ce que l'Africain peut-il rêver, le Congolais en particulier, d'une redynamisation de sa dignité, d'une revalorisation justement de sa souveraineté? Peut-on l'espérer? Merci beaucoup mon frère de m'avoir donné une fois de plus parole. Déjà, je commence par répondre à votre question. Qu'est-ce qu'on doit faire? Que peut-on faire pour sortir de l'auberge? J'ai à la maison le livre intitulé « L'histoire générale de l'Afrique », écrit par certains intellectuels africains sous l'impulsion de l'UNICEF. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Parmi lesquels il y a Eli Mbokolo. Et Eli Mbokolo, parlant du Congo, déclare « Je suis estomaqué de la méconnaissance de l'histoire par les dirigeants de ces pays. » La méconnaissance totale de l'histoire de ces pays. Lequel, donc, ces dirigeants brillent par leur incapacité, par leur médiocrité à diriger convenablement le pays et à faire sortir ces pays de l'auberge. Donc, vous voyez, la médiocrité de l'élite que nous avons nous fournit des images telles que celles que nous sommes en train de voir. Je suis d'accord quand Parfait dit qu'il faut regarder le parcours de quelqu'un. Le père de Tshisekedi est parmi ceux qui ont été utilisés par les services de renseignement pour arrêter Lumumba. Et lorsqu'ils ont arrêté Lumumba, j'ai la lettre, j'aurais pu vous envoyer la lettre de Tshisekedi où il envoie, dit qu'on a eu les crapauds. Il appelait Lumumba les crapauds. L'homme qui incarnait la dignité, la lutte pour la souveraineté de votre nation
un piètre monsieur le qualifie de crapaud. Et Tshisekedi, le président actuel, est le fruit de cette vision mesquine, double et diabolique d'un Congo qui appartient aux autres. Donc, des esclaves qui sont à la manœuvre pour servir les autres, qui ont des fusils pendant que les autres sont enchaînés. Félix Tshisekedi est un président médiocre, qui n'a pas une vision du Congo. D'ailleurs, son accession au pouvoir est le fruit des combinaisons machiavéliques. Il n'a pas le charisme pour diriger ce pays. Et vous voyez, avec tous les morts que le Congo a eu, il n'y a aucune réparation. Je dis bien, Lumumba n'a pas une sépulture au Congo. Premier acte pour un chef d'État, il a d'abord fait un mausolée pour son père, l'inscrivant dans le Panthéon national comme étant un héros national. Monsieur Tshisekedi, qui était l'opposant historique de Mobutu, inscrit dans le Panthéon national comme héros national. Après avoir été son premier ministre. Vous voyez un peu la mesquinerie de ce genre de président qui est là. Pendant ce temps, on crée une grande mausolée pour son père. Lumumba n'a pas une sépulture. En fait, les crapauds dans leur vision, dans l'ADN qu'ils portent, ces crapauds dont on qualifie des crapauds, il y a encore les gens qui détiennent sa dent et on n'a tenté aucun procès contre ces gens. Donc, finalement, l'arrière-petit-fils de Léopold II a beau dire qu'il n'appartient pas à cette génération du passé, n'en demeure pas moins l'héritier d'un criminel. Il emporte le nom d'ailleurs. Hein. Pas des moindres, voyez-vous. Un criminel qui a massacré tout un peuple, à mon humble avis, si seulement ce pouvoir avait le respect, je ne vois pas la contenance et la lettre qu'on nous a présentée, mais j'ai dit, si seulement M. Tshisekedi avait un peu le patriotisme pour son pays, eu égard à tous les sacrifices des Congolais et des morts, n'aurait pas, n'est-ce pas, accueilli ces messieurs avec tant d'honneur, alors que l'histoire n'est pas encore réécrite, l'histoire n'est pas encore réparée, et tous les torts que la Belgique a causés contre le Congo n'est pas encore réparé. Savez-vous que la session katangaise et l'opération belge, en complicité de la Belgique et de l'ONU, qui ont financé Moïse Tshombe pour balkaniser le Congo, laquelle sécession conduira à la mort et à l'assassinat brutal et criminel de Mary Patrice Lumumba. C'est encore cette Belgique-là, sous les auspices de l'ONU, qui exige à Lumumba de signer les décrets plaçant le Congo sous tutelle des Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour eux, le Congo n'appartient pas aux Congolais. Alors, un monsieur qui est comme ça au pouvoir... Voilà la lettre. Effectivement. La lettre d'Étienne, le père de Félix. Voilà, merci beaucoup. Quelqu'un peut nous lire ça, lisez-nous ça. Je présente mes révérences renouvelées à votre majesté, maintenant que le crapaud Lumumba a été... allez, on voit pas très bien, mais on note. Vas-y. Maîtriser. Toute l'action de notre équipe reste concentrée sur le sort à réserver à ses anciens collaborateurs pour empêcher la pérennisation de son œuvre de destruction. Très prochainement, le gouvernement de Sa Majesté sera en possession des principaux lieutenants du crapaud, dont Elenga Pierre. Non, Elengesa Pierre. Yinan Jean-Pierre, Zouzi Emmanuel, Muzungu Christophe, Bouilly Joseph, au fin de leur faire subir un châtiment exemplaire. C'est de cette manière que nous serons utiles à la cause que vous défendez. Je présente l'hommage de mon profond respect à votre majesté. Le commissaire général adjoint à la justice, Étienne Tshisekedi. Merci, merci maître. Alors, conservez ces lettres. Oui, conservez ces lettres, c'est c'est une archive important. importante. Hein. Oui, conservez un peu ces lettres à la réalisation, s'il vous plaît. Elle est très lourde. Hein. Allez, on va accélérer. Oui, si la réalisation peut nous ramener ces lettres. Pourquoi? Vous voyez, les Africains s'inspirent toujours des gens qui les ont dévancés dans le combat. Vous savez, il y a un grand Africain, à l'occurrence Mukoko Priso, qui avait pris pour nom de lutte Elenga Buyinga. Alors, regardez bien, quand vous regardez les deux noms là, vous avez Elengesa et puis Bouyi. Oui. Vous voyez, n'est-ce pas, la construction. C'est une autre manière pour lui, Mukoko Priso, de rendre hommage justement à ses compagnons
de Lumumba. Merci pour ce devoir de mémoire. Voilà. C'est utile à notre histoire. Allez, vous poursuivez, docteur Bénécris. Je poursuis donc en disant, voyez donc le parcours de Félix Tshisekedi. Il est le fruit d'un monsieur qui était simplement un valet. Et certaines sources m'ont même soufflé à l'oreille que ce serait une récompense au service rendu à la Belgique et à la couronne par Étienne Tshisekedi, qu'ils ont promis de mettre l'un de ses fils à la tête du pouvoir. Coûte que coûte. Donc, il n'a pas de compétences, mais on le met là. Donc, quelqu'un qui crache sur un nationaliste, quelqu'un qui incarne la dignité, la lutte pour la souveraineté de l'Afrique, cet homme-là ne peut qu'offrir au monde entier l'image que nous avons vue. Cet homme qui a été porteur d'une vision souveraine de notre continent, jusqu'à aujourd'hui n'est pas réhabilité. Pendant ce temps, vous avez à la tête des pays des piètres, des médiocres leaders. Vous ne pouvez rien espérer de cela. Donc moi, je vais chuter en disant, mon frère, c'est vrai, c'est une évidence. Le Congo, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encore né politiquement. Le dernier leader politique du Congo était Patrice Emery Lumumba. Après Patrice Emery Lumumba, nous avons eu les soubresauts avec une forme de réminiscence nationaliste élitique avec Laurent Désiré Kabila. Mais voyez-vous comment il a été aussi assassiné? Lâchement. Parce que ce monsieur a compris comment se déroulaient les choses sur le plan de la diplomatie internationale. Donc je pense que le Congo a besoin de cette sympathie-là des Africains. Parce que ce qui se passe dans ces pays que je qualifie de drames à ciel ouvert, c'est très terrible. Ça contribue à la déstabilisation totale du continent africain. Ce n'est pas en vain que Che Guevara, en 1965, quand il est au Congo, il a dit, quand il a observé ces pays, il a dit, mais le Congo, c'est un épicentre de la libération du continent africain. Le Congo peut servir de locomotive une fois que nous avons une véritable élite à la tête de ces pays. Mais, malheureusement, le pays est victime d'une conspiration internationale. Regardez, 20 000 casques bleus de l'ONU. Un État, un grand État, super État, dans un micro-État. Les casques bleus de l'ONU sont plus équipés, mieux payés que les soldats de l'armée congolaise. Regardez l'état de la police congolaise. Regardez l'état de délabrement du Congo. Il n'y a pas de route, il n'y a aucune vision. Premier acte d'un chef d'État à la tête du pays, c'est commander un bateau de poissons. Alors que nous avons un pays... nous avons des lacs parmi les plus poissonnés au monde. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui n'a pas de vision, qui est là, qui ne sait pas ce qu'il doit faire. On les parachute là pour nous offrir les cocktails explosifs d'une humiliation, d'une honte à mon vision, s'il faut regarder le sacrifice de Lumumba. Donc, merci, en un mot, je chute par là. L'Afrique est réellement un épiphénomène. Par la nature des leaders que nous avons à la tête de nos pays. Il faut un vrai combat, une véritable vision, afin que nous ayons à la tête de nos pays des gens qui pensent aux intérêts, qui ont envie de réhabiliter l'histoire de nos pays vis-à-vis des autres. Si Félix Tshisekedi était dans la fibre d'Emery Patrice Lumumba, je vous assure qu'on n'aurait jamais vu ces images-là de l'humiliation. Il aurait imposé à la Belgique de réparer les torts qu'ils ont commis sur le Congo. Regarde un peu tout le pillage que le Congo a subi de la Belgique. La Belgique vient remettre officiellement à un chef d'État un masque. Et on vous dit un masque d'une importance particulière. Attends, c'est pour vous ridiculiser ou comment? Et il arrive... Il y a autant de masques qu'ils ont pris, ils mettent seulement un seul. Un seul masque. Et qu'est-ce qu'on vous dit, mon frère? Il arrive le mois où vous avez acquis votre indépendance, mais il vient avant. Non, avant que vous célébrez le 30 juin, votre date d'indépendance, lui, il vient d'abord avant. Il crache ce qui crache sur votre visage et il va repartir. Puisqu'il y a une rétrocession de la dame de Lumumba qui a été repoussée. Mais donc, on vous restitue avec tout ce qu'on vous a pillé, un masque. C'est pour dire que vous n'avez pas le poids de dire les contraires de ce que nous disons. Vous n'avez qu'à faire ce que nous vous demandons de faire. Et je pense que Tshisekedi est l'un des présidents africains qui est aux ordres de l'Occident, de l'idéologie impérialiste que nous combattons. Merci, docteur Prince Bénécris. Une actualité qui rassemble toutes vos tripes, particulièrement pour être fils de ce pays, mais nous également africains, car nous sommes tous fils et filles de ce continent. L'Afrique est-elle et pourra-t-elle un jour véritablement sortir des chaînes dans lesquelles elle est encore visiblement attachée?
Je pense oui, mais c'est un travail qui va mettre du temps. Parce que tant que nos États sont dans une logique de management basée sur le mimétisme, et pour ceux qui ne comprennent pas le concept de mimétisme, le copier-coller, une sorte de transposition stérile et sauvage, nous serons toujours à la traîne et à la peine. Et c'est le moment de le regretter parce qu'en réalité, nous avions atteint, nos déviancés, nous un peu moins, l'âge de la maturité. Et le président, l'ancien roi du Maroc, disait que la politique est comme l'agriculture. Il faut savoir cueillir les fruits de sa sémence. Avant, c'est un peu tôt. Après, ce serait un peu trop tard. Donc, si on reste calqué sur cette citation d'Hassan II, on se rend compte que les pays africains doivent atteindre leur maturité. Mais il faudrait qu'ils sentent le moment propice pour que cette opération puisse être considérée comme telle. Nous sommes encore en train de résoudre les problèmes les plus élémentaires, santé, alimentaire, quand le monde a basculé dans les grands enjeux géopolitiques. Aujourd'hui, c'est la conquête de l'espace. Nous en sommes encore à rechercher les grains de riz à travers le monde entier. Et c'est un peu décevant de vivre cela pour un continent qui a un potentiel immense, quel qu'en soit le secteur où nous pouvons nous incliner. Il ne faut pas oublier que l'Afrique, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés de superficie. C'est immense. C'est immense. Et ça ferait de nous un continent où les gens seraient heureux. Pour revenir un peu à l'actualité congolaise, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qui bloque. Et le docteur Bénikis a apporté des excuses, des solutions, de réponses à ce questionnement. J'invite les téléspectateurs à lire ce livre. Ça m'arrive très rarement de présenter ma petite bibliothèque. Honoré Banda. Honoré Banda. Ainsi sonne Nogla, les derniers jours du maréchal Mobutu. Conseiller spécial de Mobutu. Mobutu et ministre de la Défense. Honoré Banda. Bon, il a résumé de manière sincère. En fait, je n'habitais pas son esprit à cette époque-là. Ça fait 24 ans que ce livre a été publié. Lorsque vous le lisez, vous comprenez le Congo actuel. Vous comprenez le travail de décapitation qui a été opéré pour que ce pays ne puisse jamais exister. Parce qu'en réalité, si le Congo existe actuellement, c'est un miracle. Tout a été réuni pour que ce pays n'existe pas. Et Honoré Banda le dit dans ce livre aussi. Ne m'appelez pas pour demander que je vous passe un prêt, parce qu'il ne m'appartient pas. Je ne peux pas donner ce qui ne m'appartient pas. Mais... merci à la réalisation. Voilà. Ainsi sonne le glas, les derniers jours du maréchal Mobutu, Paris en 1998. Voilà. Peut-être si on pourrait voir également la dernière de couverture de l'auteur, ça pourrait aussi être bien. Mais j'étais en train de dire que ce que ce conseiller spécial, ancien ministre de la Défense, d'homme de main de Kabila, à un moment, de Mobutu, à un moment même, il ne savait pas s'il était homme de main. Pourtant, c'était un personnage assez central dans le pouvoir de Mobutu. Décrit dans ce livre, est transposable dans la quasi-totalité des États africains. J'ai dit ce qu'il dit dans ce livre-ci est transposable dans la quasi-totalité des États africains. Bénédicte ne va pas me démentir. Vous connaissez très bien le concept du Zaïre utile, du Congo utile. C'est l'actuel Congo qui fait l'objet des guerres, des tueries, des pillages qui étaient déjà décrits dans ce livre-ci. Et c'est là que les Occidentaux sont passés pour décapiter, jusqu'à l'heure actuelle, le pays. C'est l'Est du Congo. Merci. Allez, Pépin Bikaï, merci pour cette belle référence et pour votre avis. On va sortir. Aujourd'hui, on remarque avec le cas du Mali que la condescendance du moins au niveau épistolaire et verbal a quelque peu changé. Le Mali répond mot pour mot à son ancienne puissance colonisatrice. Est-ce qu'il faudrait justement que les Africains, du moins les élites, passent par cette radicalité dans le langage pour se faire entendre? Est-ce que le Mali, justement, parle à l'Afrique dans le rapport de force qui doit être établi avec ses anciens colonisateurs? Je m'autorise à corriger et à remplacer radicalisme par autorité. Ce n'est pas du radicalisme, c'est de dans le sens positif du terme. C'était employé dans le sens positif du terme. Je ne te fais pas le procès, je fais le choix, moi, de remplacer radicalité par autorité. Et pas simplement pour des questions de rime. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà des simples questions politiques. C'est une question, je crois, historico-anthropologique qui
qui consiste à interroger la façon dont l'Africain se perçoit lui-même en tant qu'humain. Ça va du rapport que nous avons avec nos repas. Ça va de façon basique avec nos langues. Ça va de façon que... C'est tout est là-dedans. Je ne sais pas comment on peut interroger cette question. Écoutez, j'aime bien cette réflexion. Les chaînes de la colonisation se trouvent toujours dans les indépendances octroyées. Les chaînes de la colonisation se trouvent toujours dans les indépendances octroyées. N'est-ce pas là l'histoire de la décolonisation de l'Afrique? C'est que pas beaucoup de pays ont acquis leur indépendance. Beaucoup se sont vus octroyer leur indépendance par l'ancien maître. Et les chaînes de la servitude, c'est lorsqu'on vous octroie la liberté. Lorsqu'on vous donne la liberté, lorsque vous ne on acquiert la liberté, on lutte pour sa liberté. Lorsqu'on vous l'accorde, eh bien, vous avez par là même accepté les chaînes de l'asservissement. Le sang des patriotes précède la liberté perdue. Et le sang de Lumumba, de Sankara, de Oumniobé, de Moumié, de Osenda Fana et de tous les autres, de Bel, du roi Bel, précède les libertés que nous avons perdues. Quand leur sang a coulé, notre liberté a été emportée avec. La problématique, elle est là. Elle est à la fois au niveau institutionnel, les États et ceux qui les incarnent, que les populations qui, elles, doivent se structurer intellectuellement, psychomentalement, culturellement, pour comprendre que l'urne là, c'est ce dont nous disposons pour choisir à la tête de nos États les gens qui sont capables de répondre pour l'Afrique, de parler pour l'Afrique. Arrêtons de faire preuve de stupidité consciente ou d'ignorance sincère. Les faits sont devant nous. Ils nous parlent tellement fort, ils crient tellement haut qu'aucun Africain ne peut dire qu'il l'entend. J'ai envie de dire à nos hommes politiques, mais je ne me connais pas le droit de leur prodiguer des conseils. Que vous a fait l'Afrique? Que vous a fait l'Afrique pour que vous vous souciez aussi peu de son avenir? Pourquoi en tant que peuple, pourquoi en tant qu'humain, nous ne pouvons pas rêver de parler de tu à tu avec le reste de l'humanité? Il nous manque quoi alors que nous sommes le grenier, alors que le monde nous regarde avec convoitise? Mais pourquoi pouvons-nous permettre que les peuples et les institutionnels nous regardent avec une aussi grande condescendance, avec un aussi grand mépris? Comment pouvons-nous tolérer et comment pouvons-nous accepter que la génération la plus instruite de l'Afrique soit celle qui la revend au monde aussi légèrement, aussi facilement, aussi gratuitement? Les enfants de l'Afrique doivent se mettre au travail. Je ne crois pas que le temps d'une émission suffise à construire l'idée de l'Afrique. Des petits regroupements nationaux, sous-régionaux, transafricains doivent permettre aux enfants de l'Afrique de se retrouver. Aujourd'hui, grâce aux outils de la société moderne et la technologie, nous n'avons plus besoin de nous retrouver dans un seul pays pour discuter. Zoom, Google Meet sont des outils collaboratifs qui permettent aujourd'hui aux enfants de l'Afrique un peu partout de se retrouver. Peut-être vous les journalistes, devriez-vous essayer d'abord de vous parler et puis ensuite de rassembler l'ensemble des membres de vos différents panels qui parlent de l'Afrique pour non plus seulement parler, mais écrire, laisser des traces. Mais mettre en place des petites choses qui permettent de se développer, qui permettent de créer des petits groupes de travaux, d'écrire, de laisser des traces. Je crois que c'est important. Il faut qu'on arrête de blanchir par la barbe, mais plutôt par les cheveux. Parce que cela voudrait dire que pour une fois, notre cerveau travaille un peu plus que notre langue. Et voilà qui met un terme à cette autre édition de votre programme matinal d'IBS Matin. Au cœur des débats aujourd'hui, la visite du monarque belge, le 7e du genre en terre congolaise. Pourquoi l'Afrique ne s'indigne-t-elle pas? Pourquoi vous, Africains, nous, Africains, moi, Africain, pourquoi est-ce qu'on ne s'indigne pas de ces marques intolérables de mépris qui continuent des années plus tard, des dizaines d'années encore, à remuer le couteau dans la plaie de ce que l'humanité, qu'elle veuille l'accepter ou non, devrait considérer comme un crime. Messieurs, merci d'avoir participé à l'édification de l'Afrique ce matin encore sur ce sujet. Dr Benny Chris,
Beaucoup de courage à nous. Merci Et beaucoup. on va en participer. Nous y arriverons. Stéphane Bikaï, merci. Merci. D'avoir Puis prêté beauté votre voix. au peuple congolais. Voilà. Patient parfait. Il y a un espoir. Il y a un espoir. Vous Ok. savez, Lumumba, quand on a eu des dirigeants et des maîtres comme Lumumba, comme Kwame Nkrumah, comme Moumié, comme Sankara, je peux vous dire que le chemin, pour ainsi dire, est déjà tracé. Le Congo nouveau Merci. naîtra. On ne peut que suivre leur pas, à défaut Et avec elle, de trahir la sa nouvelle Afrique, génération la et nouvelle sa Afrique. mission. 2 juillet 1925, 17 juin 1961, il lui a fallu seulement 36 années pour être inscrit au panthéon des plus grands, ceux-là même qui ont peut-être défini la trajectoire. Il importe au reste aujourd'hui, les descendants de ce brillant et digne héritage, de montrer et de suivre le sentier. Afrique, merci. Au revoir et à demain.